Imaginons une seconde une usine d'assemblage automobile. Une usine très classique. D'accord, je visualise bien le genre. Les ouvriers sont sur la ligne de production, ils essaient de construire un moteur ultra complexe. Et c'est une tâche qui demande une précision et une concentration absolue. Évidemment, la moindre erreur peut coûter très cher sur un moteur. Sauf que, toutes les 3 minutes environ, quelqu'un fait irruption sur la chaîne, leur tape sur l'épaule et leur demande un avis urgent sur la couleur des sièges d'un autre modèle. Et tout ça en leur bandant les yeux temporairement. Ah oui, c'est un scénario complètement absurde. La production s'effondrerait en quelques heures à peine, c'est sûr. Et pourtant, et c'est ça qui est fou, c'est très exactement ce que l'on fait subir au cerveau humain dans la quasi-totalité des environnements professionnels d'aujourd'hui. C'est très vrai. Depuis le début de notre immersion dans cette ère d'hyperconnexion, on a beaucoup observé cette fameuse fatigue numérique écrasante, tu sais. Ah, totalement. Cette sensation de jouer une partie de ping-pong interminable avec des messages électroniques du matin au soir. Exactement. Mais je crois que le moment est venu d'aller au-delà du simple constat de l'épuisement. Oui, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui a été qualifié de grand projet du 21e siècle. Parce qu'il faut vraiment comprendre que la boîte de réception qui déborde sans arrêt, ce n'est pas un simple problème de gestion du temps, en fait. Non, c'est le symptôme d'une immense mutation, à la fois économique et psychologique, qui est en train de bouleverser la notion même de travail. Et pour saisir l'ampleur de cette mutation, il faut d'abord abandonner une idée très tenace. L'idée que le numérique serait simplement un outil que l'on aurait posé sur notre bureau. C'est ça. Et là-dessus, il y a une théorie passionnante du sociologue Neil Postman, formulée dans un discours très marquant en 1998. Oui, il a introduit un concept qui change toute notre grille de lecture. Il explique que la technologie n'est jamais, et le mot est important, additive. Elle est fondamentalement écologique. Écologique, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement dans ce contexte? Eh bien, pour illustrer ça, Postman prend un exemple historique brillant. L'Europe de l'année 1500, juste après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ah oui, le moment de la grande bascule. Voilà. Et la perception commune, un peu naïve, consiste à se dire que la société de l'époque, c'était l'Europe médiévale classique, avec simplement une presse à imprimer en plus dans un atelier quelque part. Comme si on ajoutait, je sais pas, une nouvelle calculatrice dans un tiroir. C'est ça. Or, Postman démontre que l'imprimerie n'a absolument rien ajouté. Elle a carrément créé une Europe totalement inédite. Parce que la définition même de ce qui était valorisé par la société a muté de l'intérieur, c'est bien ça. Exactement. Avant l'imprimerie, le savoir était très rare. Il était concentré et surtout, il était transmis oralement. Du coup, l'intelligence suprême à cette époque, c'était la capacité de mémorisation. Totalement. Mais une fois que le livre imprimé se démocratise, la mémoire perd de sa valeur centrale. L'intelligence, ça devient soudainement la capacité à lire, à analyser de l'information textuelle, à recouper des données. Et la structure même de la religion s'en trouve bouleversée au passage. Ah oui, on passe d'une foi basée sur le rituel collectif guidé par un prêtre à une foi où l'individu peut lire et interpréter les textes sacrés tout seul. Ce qui pave directement la voie à la réforme protestante. Et même à la science moderne. Parce que les chercheurs, à travers le continent, pouvaient enfin comparer des données standardisées. Bref, le changement de médium n'a pas seulement accéléré les choses, il a redéfini toutes les règles du jeu humain. C'est ça, la vision écologique. L'environnement global a changé. Et le parallèle avec notre époque est, je trouve, assez frappant. Mais il est énorme. Quand on transpose cette théorie écologique au monde contemporain, on réalise l'erreur d'analyse colossale qui frappe notre économie de la connaissance. Oui, parce que la grande illusion, c'est de croire que le bureau des années 2020, c'est le même que celui des années 1990, avec simplement un système de messagerie en plus. C'est exactement ça. Or, le bureau moderne n'est pas l'ancien bureau doté d'une option de communication plus rapide. C'est un écosystème qui a entièrement muté. Et qui est désormais régi par de nouvelles lois, des lois biologiques et sociales qu'on a identifiées comme étant cette fameuse intelligence collective hyperactive. Ouais, pour bien visualiser cette théorie écologique, tu peux penser à une image très simple. Laquelle? Imagine une goutte de colorant rouge que tu ferais tomber dans un grand verre d'eau claire. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'obtiens pas un verre d'eau transparente avec une petite sphère rouge qui flotte au milieu isolée. Ah bah non, pas du tout. Les molécules interagissent, elles se lient, et en quelques secondes, le liquide devient uniformément rouge. Exactement. La nature du milieu a irréversiblement changé. L'eau claire n'existe plus.
Et donc, dans notre contexte professionnel, si je suis bien, cette goutte de colorant rouge, c'est l'introduction de la communication numérique sans friction. C'est ça. Elle a transformé l'ancien écosystème très structuré en ce fameux flux chaotique. Un flux ininterrompu, sans hiérarchie, où la réactivité permanente a totalement cannibalisé la planification. Mais du coup, cette transformation pose un défi majeur sur la façon dont on exécute le travail, non? Absolument. Dans l'ancien écosystème, il y avait une asymétrie très naturelle. Envoyer un mémo physique demandait un effort. Oui, il fallait du papier, une enveloppe, ça passait par le service du courrier interne. Ça prenait du temps. Et cette friction matérielle agissait comme un filtre naturel contre les interruptions inutiles. Mais dans notre nouvel écosystème, le verre d'eau rouge, la friction est tombée à zéro. Et la conséquence écologique de cette chute de friction, ce n'est pas juste que les gens communiquent plus vite. Non, c'est que la nature du travail lui-même s'est métamorphosée. C'est devenu une conversation continue. Le travail intellectuel, en gros, ce n'est plus l'exécution d'une tâche de bout en bout, c'est la gestion permanente d'un réseau de requêtes croisées. Exactement. Mais attends, j'ai quand même un doute là-dessus. Il y a une faille logique dans tout ça. Ah bon? Laquelle? Si l'environnement entier a muté vers le numérique et qu'on a éliminé presque toutes les frictions matérielles de la communication, logiquement, on devrait être à des années-lumière de nos prédécesseurs en termes de productivité, non? Bah oui, on ne perd plus 3 jours à attendre un document par la poste, on a la fibre optique, les données circulent à la vitesse de la lumière. Mathématiquement parlant, notre capacité à générer de la valeur devrait être à son apogée absolu. C'est ce qu'on devrait observer en effet. Pourtant, quand on écoute les professionnels aujourd'hui, le ressenti général, c'est la lenteur, l'embourbement, un épuisement chronique. Comment on explique ce gigantesque décalage entre la vitesse fulgurante de nos outils et la lenteur de notre production réelle? Eh bien, pour résoudre ce paradoxe, il faut se plonger dans l'analyse de Peter Drucker. C'est l'un des plus grands théoriciens du management du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il a observé de particulier alors? Drucker a comparé deux époques très distinctes pour comprendre cette mécanique de la productivité. Il a d'abord observé l'ouvrier manuel au tout début de l'année 1900. D'accord, l'aube de l'industrie moderne. À l'époque, le travail en usine était extraordinairement inefficace. Les ouvriers amenaient leurs propres outils, ils utilisaient des méthodes basées sur des traditions locales, l'organisation de l'usine était chaotique. Et les matériaux s'empilaient sans aucune logique, j'imagine. C'était ça. Et ensuite, Drucker a observé l'ouvrier manuel de l'an 2000. Et le bilan après un siècle? En un siècle, la productivité du travailleur manuel a été multipliée par 50. 50 fois plus de valeur produite par la même personne dans le même laps de temps. C'est énorme. Oui, et c'est le résultat direct de ce qu'on appelait le taylorisme ou l'ingénierie industrielle. On n'a pas simplement demandé aux ouvriers de courir plus vite sur leurs jambes. Non. On a repensé le système de fond en comble. On a étudié l'ergonomie, on a standardisé les gestes, optimisé le flux des matériaux. Voilà, pour que l'ouvrier n'ait plus à fournir d'efforts cognitifs pour savoir comment faire son travail, mais puisse se concentrer uniquement sur l'exécution optimale. L'industrie a connu son bon multiplicateur grâce à l'architecture du système. Et j'imagine que pour le travailleur du savoir, l'histoire est différente. C'est le constat glaçant que fait Drucker juste avant sa mort, au début des années 2000. Pour les travailleurs du savoir, la population qui utilise son cerveau comme outil de production principal, ce bond systémique n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu, hein? Non. La productivité intrinsèque d'un travailleur intellectuel au début du XXIe siècle stagnait au même niveau que celle de l'ouvrier manuel en 1900. Donc en gros, on a donné des ordinateurs surpuissants aux employés, mais on a laissé l'organisation du travail dans une anarchie totale. C'est exactement ça. Actuellement, dans l'économie du savoir, chaque employé bricole sa propre méthode de gestion des emails, improvise sa façon de classer les données et subit les interruptions des autres sans aucune régulation. C'est l'équivalent de l'usine de 1900 où chacun vient avec son marteau personnel. Notion de capital d'attention dont on a déjà parlé. Oui, parce que le cerveau humain, ce n'est pas un disque dur d'ordinateur. Il n'est pas capable de faire tourner plusieurs logiciels en parallèle sans baisse de régime. C'est un organe biologique séquentiel. Très juste. Quand on s'immerge dans une tâche complexe, disons élaborer une stratégie financière ou rédiger un code informatique, le cerveau construit un modèle mental très élaboré. Il rassemble des dizaines de variables dans la mémoire de travail. Mais lorsqu'une notification surgit et qu'on bascule sur un outil de messagerie pour lire la petite question d'un collègue, Boum, ce modèle mental s'effondre.
Et c'est ce qu'on appelle le résidu d'attention dans la recherche cognitive, c'est bien ça, hein? Changeant de contexte, même pour une poignée de secondes, le cerveau ne parvient pas à se détacher instantanément de l'email qu'il vient de lire. Surtout si l'email contient une charge émotionnelle ou une petite ambiguïté sociale. Faut qu'on se parle demain, ce genre de phrase. Voilà. Une partie de ton attention reste bloquée sur la messagerie. Et lorsqu'on retourne à la tâche complexe initiale, il faut reconstruire péniblement tout le modèle mental. Ce processus de destruction et de reconstruction, s'il est répété des dizaines de fois par heure, ça draine littéralement les réserves de glucose du cortex préfrontal. Ce qui explique ce fameux sentiment de brouillard mental à 15 heures qu'on connaît tous. Et si on repense à cette intelligence collective hyperactive, c'est un mode d'organisation qui, par nature, exige ce changement de contexte permanent. C'est terrible quand on y pense. C'est comme demander à un auteur de rédiger un roman subtil et profond en plein milieu de la salle des marchés de Wall Street. Avec des courtiers qui lui hurlent des chiffres au visage toutes les 2 minutes. C'est impossible. Le capital d'attention est la matière première la plus précieuse de notre économie actuelle. Et pourtant, nous avons conçu un environnement de travail qui excelle uniquement dans la destruction méthodique de ce capital. Et j'imagine que les enjeux économiques liés à cette destruction sont vertigineux. Ah mais colossaux. Si le travail manuel a connu un facteur multiplicateur de 50, imagine ne serait-ce qu'un doublement de l'efficacité du travail cognitif. Ça représenterait un gisement de croissance mondiale absolument monumental. C'est ce qui faisait dire à un grand PDG de la Silicon Valley, cité dans ses recherches, que la productivité du travailleur intellectuel est, je cite, le grand projet du XXIe siècle. Il y a potentiellement des centaines de milliards de dollars de valeur qui s'évaporent actuellement dans la friction des communications désordonnées. Et le potentiel d'amélioration ne réside pas dans l'invention d'un nouvel outil, logiciel miracle. Il réside dans l'abandon, pur et simple, de ce fonctionnement en intelligence collective hyperactive. D'accord, mais c'est précisément ici qu'une immense réticence émerge. Laquelle ? Entendre parler de multiplier la productivité du cerveau humain par 50, de calquer la réflexion sur des méthodes d'ingénierie industrielle, ça a de quoi terrifier, non? Tu penses à une sorte de dystopie corporatiste ? Exactement. Il y a une peur très profonde de voir la pensée créative déshumanisée. Personne n'a envie qu'un algorithme chronomètre ses frappes au clavier ou mesure ses zones cérébrales pour s'assurer d'une cadence de réflexion optimale. Bien sûr. Transformer les professionnels en de simples rouages cognitifs sur une chaîne de montage invisible, franchement, ça semble être un remède bien pire que le mal. C'est une critique instinctive très compréhensible. Mais en fait, elle repose sur un malentendu fondamental concernant la nature même de la production intellectuelle. C'est-à-dire, Appliquer une réflexion systémique au travail du savoir ne signifie absolument pas transposer le chronomètre de l'usine dans le bureau. En réalité, le taylorisme tel qu'on le redoute, eh bien, on y est déjà. comment ça on y est déjà? C'est la boîte de réception qui dicte le rythme, seconde par seconde. Elle nous réduit à des machines à répondre de façon totalement pavlovienne. Ah, vu comme ça. La véritable optimisation systémique du travail intellectuel va exactement dans la direction opposée. L'objectif, c'est de protéger le cerveau. Oui, parce que la structure de l'usine a été conçue autour de la machine, qui était le cœur de la production. Aujourd'hui, si le cerveau est notre outil de production, la nouvelle structure doit être conçue sur mesure pour respecter son rythme biologique. Et qu'est-ce que le cerveau fait de mieux ? Il excelle dans la concentration prolongée, séquentielle et profonde. Donc, la réorganisation dont on parle cherche en fait à libérer les individus de ce fardeau de réactivité artificielle. Créer des protocoles stricts sur la façon dont l'information circule, ça ne vise pas à contrôler la pensée de l'employé. Ça vise à lui offrir de vastes plages de silence ininterrompues. C'est concevoir intentionnellement des processus où la coordination se fait à des moments définis et non pas par un harcèlement asynchrone permanent. Mais alors, la vraie question, c'est... Pour comprendre pourquoi nous n'avons pas encore franchi ce cap logistique, il faut revenir au sociologue Neil Postman. Il offrait une autre clé d'analyse majeure. Ah oui, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Il affirmait que, face aux innovations majeures, la société avance souvent comme des somnambules. Des somnambules. Le terme est parfait, je trouve. On n'a jamais réuni de grands comités scientifiques dans les années 90 pour déterminer, avec certitude, que l'envoi compulsif de messages était l'apogée de l'efficacité humaine. Absolument pas. L'email s'est installé simplement parce qu'il était technologiquement facile à déployer. Et parce qu'il réduisait drastiquement les coûts d'envoi du courrier papier interne. Voilà. Et on a laissé ce nouvel outil coloniser la moindre minute disponible de nos vies professionnelles, les yeux grands fermés. On a glissé dans ce chaos organisationnel par pure facilité logistique à court terme, sans jamais prendre la peine de mesurer les externalités cognitives à long terme.
Et se réveiller de ce somnambulisme, c'est le grand impératif actuel. Croire que la souffrance ressentie face à l'avalanche numérique est une fatalité immuable, ou pire, un manque de résilience personnelle, c'est une posture dangereuse. Tu sais ce qui est ironique dans tout ça? Dis-moi. C'est que les véritables conservateurs aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui dénoncent l'omniprésence des écrans ou qui refusent d'installer Slack ou Teams sur leur téléphone perso. Ah non! Les véritables réactionnaires, ce sont ceux qui défendent avec acharnement l'intelligence collective hyperactive. Ceux qui s'accrochent à l'idée qu'une entreprise fonctionnelle se mesure à la vitesse de réponse sur ses canaux de discussion internes en refusant catégoriquement d'inventer la prochaine étape de l'organisation humaine. Exactement. Et ce changement de perspective, honnêtement, ça libère d'un poids immense. Ah bah oui, quand on lutte au quotidien pour garder la tête hors de l'eau face à des centaines de sollicitations, l'angoisse de ne pas être à la hauteur finit par nous ronger. Mais ce mal-être n'est pas le symptôme d'une défaillance individuelle, c'est juste le bruit de fond d'une époque de transition gigantesque. On blâme nos propres capacités de concentration alors qu'on est simplement des êtres biologiques pris au piège d'un modèle économique balbutiant. Un modèle qui a su inventer le réseau mondial, c'est vrai, mais qui n'a pas encore appris à concevoir l'architecture humaine capable de l'habiter sainement. Et cette architecture reste entièrement à inventer. L'histoire des révolutions technologiques montre systématiquement cette période de décalage chaotique, tu sais, entre l'invention d'une nouvelle capacité et la mise en place de l'organisation sociale capable de l'exploiter. Sans détruire ses acteurs au passage. L'abandon progressif du paradigme de la réactivité immédiate, ce ne sera pas un simple petit ajustement de management. Ce sera une véritable bascule de civilisation dans le monde professionnel, au même titre que la fin du travail à la chaîne désordonnée au début du XXe siècle. Je me trouve particulièrement stimulante sur la façon dont la valeur de nos ressources évolue avec la technologie. C'est-à-dire, Eh bien, on peut se demander si, d'ici quelques décennies, la gestion de notre attention ne subira pas la même trajectoire que notre approche de l'environnement physique. Ah, je vois où tu veux en venir. Pendant la révolution industrielle, les usines crachaient des fumées toxiques à longueur de journée, sans que personne ne s'en émeuve vraiment, parce qu'on ne comprenait pas la valeur écologique de l'air pur. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons des lois strictes contre la pollution. Alors, si le capital d'attention est vraiment le moteur de l'économie moderne, il est fort probable que la libre circulation du bruit numérique finisse par être traitée comme une forme de pollution cognitive extrêmement grave. Peut-être que le grand projet du XXIe siècle, ce sera finalement l'invention de lois de protection environnementale, non pas pour nos océans, mais pour l'espace mental de nos collaborateurs, en interdisant tout simplement le déversement de déchets communicatifs toxiques au beau milieu d'une réflexion profonde. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.